Pendant 2 heures sur Europe 1, vous allez pouvoir parler de tout ce qui vous tourmente, de ce qui vous indigne, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous irrite ou de ce qui vous bouleverse au 39 21, où vous attendent Jeanne et Paul, qui vont vous accueillir bien évidemment chaleureusement comme ils le font tous les soirs. C'est Philippe Chartier qui réalise l'émission et vous pouvez aussi vous manifester par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de me prendre. Je vous en prie. Voilà. Alors, vous êtes un peu préoccupée parce que vous allez bientôt passer devant le juge aux affaires familiales. C'est ça, Jeanne. oui. Oui. Du coup, je me suis séparée du père de mon fils qui, il y a quelques mois, là, et j'ai fait une requête auprès du juge pour un petit peu cadrer au niveau de la garde. Et là, en fait, du coup, c'est un petit peu... je pose un petit peu plein de questions. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Eh bien, en fait, la personnalité du papa est un petit peu particulière. Enfin, ça, c'est un manipulateur. Et du coup, en fait, il a un comportement qu'il n'a pas devant les autres. Et du coup, ce que moi, je vais pouvoir présenter pouvoir dire au juge, lui, n'aura pas le... Alors déjà, parce que bon, je sens que c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Votre fils a quel âge, vous m'avez dit ? 3 ans. 3 ans. Donc vous n'êtes pas d'accord sur surtout, c'est-à-dire Okay. sur la garde. Vous disputez sa garde. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, du coup, pour le moment, en fait, j'ai demandé, pour l'instant, ce que j'ai mis en place, c'est une journée par semaine. Et lui est pas d'accord pour des questions personnelles, en fait. Alors vous avez demandé la garde pour vous ? Moi, j'ai demandé la garde pour moi, oui, avec une visite hebdomadaire. D'accord. Pour le moment, puis, de toute façon, par la suite, voilà, ce sera... Mais voilà, et ça, c'est ma demande immédiate, en fait, pour le moment, que ce soit pas plus et pas de nuit pour le moment. Enfin, pourquoi ? Parce que mon fils n'est pas prêt, pas demandeur à dormir chez son père, et que son père, je suis pas sûre... c'est même de gérer 2 jours, une nuit. Ça peut être frustrant quand même pour le père de l'avoir qu'une journée. C'est peu. Oui. C'est vrai qu'il est petit encore, votre fils, mais en même temps, pour son père, c'est quand même par rapport à vous, il y a un déséquilibre important. Il peut avoir envie de passer aussi un moment d'intimité. Alors même si vous redoutez pour votre fils, mais bon, ça peut se passer mieux que ce que vous imaginez. Le fait qu'il y ait une nuit, pourquoi vous appréhendez qu'il y ait une nuit en dehors de vous ? Parce que pour le moment, en fait, il ne fait pas de nuit complète. Il se réveille toujours la nuit. Et Ça, c'est un problème. Comment ça se fait ? Il s'est toujours réveillé la nuit ? Il s'est toujours réveillé la nuit. Ah bah oui, mais là, bon, alors, vous voyez, c'est pas lié au père de toute façon. C'est qu'il y a quelque chose. Parce que du coup, dès l'origine, en fait, pour remonter dans l'histoire, en fait, le papa n'a jamais été vraiment présent. Même quand il était présent, il était absent. Et puis tout d'un coup, il était à 200% avec lui laissant même pas quelques instants. Il fallait toujours qu'il le stimule, et puis tout d'un coup, pouf, il s'en occupait plus et... Oui, mais ça explique pas forcément ses réveils la nuit.
Non, ça explique pas forcément. Ça n'explique pas forcément les réveils la nuit. Mais Alors que vous ayez des choses à reprocher à cet homme, sinon vous ne vous sépareriez pas de lui. Peut-être qu'effectivement, il n'a pas un lien en continu avec son fils. Bon, d'accord, mais vous voyez, de toute façon, là, par rapport, il se réveille peut-être d'autant plus la nuit que vous continuez. Enfin, c'est une habitude maintenant qu'il a prise aussi. Vous voyez, les petits-enfants ont des rituels, ont des habitudes, ils se réveillent au milieu de la nuit, il fait pas de terreur nocturne, il fait pas de cauchemars. Il y a certaines nuits, c'est des cauchemars. Bon. Enfin, de toute façon, parce que là, je vois que c'est un peu compliqué, vous pouvez pas. Et pour l'audience, il faudrait que ça soit un peu plus concis. Enfin, vous voyez que vous arriviez à être un peu plus concise dans votre demande, parce que de toute façon, vous allez demander certaines choses, mais le juge aux affaires familiales, finalement, va trancher, va remettre sa décision. Bon, oui. À moins que vous ayez vraiment des choses à amener, comme quoi le père serait très problématique pour l'enfant. Je ne vois pas pourquoi le juge lui accorderait si peu à cet enfant, parce que c'est quand même aussi important qu'il voit son fils. Il le voyait. Quand vous êtes restés combien de temps ensemble ? Vous dites qu'il était absent. Vous ne viviez pas ensemble ? On vivait ensemble, mais même ensemble, il s'absentait fortement. Et puis moi, du coup, je me suis éloignée à plusieurs reprises avec mon fils parce que le travail m'emmenait loin. Enfin, loin. C'était à 1 heure de route. Et c'est pas pour autant qu'il s'y est intéressé ou qu'il s'est déplacé pour le voir ou prendre de ses nouvelles. Enfin, Vous faites quelque chose là en même temps à côté ? Je vous sens un peu essoufflée. Oui, désolée. Oui, parce que je vous sens pas ce que vous faites. Je vous sens pas ce que vous êtes. Je vous sens absorbée par quelque chose d'autre et je vous sens occupée à autre chose. C'est ça ? Vous tapez sur l'ordinateur ou je sais pas. Enfin. Non, Vous faites plusieurs choses en même temps. C'est la double journée des mères. Oui, mais c'est compliqué parce que du coup, je vois que vous n'êtes pas. Je vous sens pas concentrée. Vous voyez, je vous sens ailleurs. Oui. J'ai du mal à vous parler parce que je vous sens vraiment ailleurs, quoi. Allô ? Oui. Oui. Oui, je suis désolée, mais du coup, en fait, un petit peu ça, et du coup, enfin, même par rapport, enfin, vous voyez, là, j'arrive pas à... Un peu ma crainte aussi devant le jazz, c'est que du coup, mais je vais lui dire ça, mais ma demande, elle n'est pas infondée, en fait. C'est qu'il y a une histoire et que en fait, j'ai pris contact avec une avocate parce que ça m'avait été conseillé, que j'étais voir une association de femmes qui m'avait orientée vers, à me dire, une fois que j'aurais réussi à partir, de passer par un avocat, en fait, pour que l'avocat prenne le relais devant le juge. Sauf que du coup, l'avocate qui m'avait été conseillée par des connaissances s'avère ne mettre d'aucune utilité si ce n'est administratif, parce qu'elle n'a même pas pris le temps d'écouter mon histoire. Alors vous pouvez en changer ? Est-ce qu'il vous reste un peu de temps ? Oui, il me reste trop peu de temps en fait, c'est dans 2 semaines là. Et dans 2 semaines, vous ne pouvez pas... c'est peut-être encore possible ? C'est vrai que c'est compliqué de... Oui, c'est vrai que les délais sont assez brefs, je vous l'accorde, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer de voir si quelqu'un, une avocate spécialisée dans le droit de la famille. Mais quelles sont vos craintes ? C'était ça. Quelles sont vos craintes ? Parce que qu'est-ce que vous craignez par rapport à ce qui se passe si le père avait davantage son fils ? Qu'est-ce que vous redoutez finalement ? Il est pas très structurant et pas très stable en fait. Il a déjà, j'ai essayé de
morceaux pour essayer de détailler, mais il a envers moi des propos d'incitation à la violence. C'est quoi des propos d'incitation à la violence? Je vous entends. Il expliquait à mon fils que les coups, c'est ce qui me compte en fait. Mais parce qu'il était violent avec vous? Il était violent physiquement une fois avec moi, et après du coup ça a été que verbal. Mais sa violence verbale, elle est quand même assez. Mais ça, c'est important de le mentionner. Même petit, du coup, par rapport à Noé, il était à même de pouvoir lui dire soit qu'il allait l'abandonner, soit qu'il allait l'emmener sous le bras, et soit quand il était petit, qu'il avait 6 mois, je lui ai dit à son père que ça me paraissait compliqué de continuer avec lui avec les propos qu'il avait. Oui, effectivement. Et en fait, s'il tenait de tels propos, c'est préoccupant. Il n'y a pas d'enquête sociale pour le moment de demander. C'est juste une première rencontre. Là, oui. Et puis, du coup, j'ai demandé aussi à l'avocate, parce que du coup, savoir où je et comment ça va se dérouler. Je sais juste que du coup, en fait, ça va. Elle va présenter la situation. Après, ce sera en face. Et elle m'a expliqué qu'éventuellement, ça tournait à la discussion. Voilà. Je n'ai pas plus de représentation de ce qui peut. Écoutez, c'est déjà important si vous trouvez que il peut avoir vis-à-vis de son fils comme ça justifier une certaine violence, même en parole vis-à-vis de vous. Bon, ça peut être préoccupant. Donc c'est important de le signaler. Maintenant, après, elle peut arguer du fait que vous êtes séparés et que séparés, il n'aura peut-être pas cette attitude-là avec son fils, c'est-à-dire qu'il ne l'instrumentalisera peut-être pas de cette façon-là. Mais c'est vrai que ce qu'il lui disait quand il était petit, alors là aussi, c'est peut-être pour vous faire souffrir vous. Et d'ailleurs, l'objectif était atteint, mais quand même. Bon, peut-être que le juge aux affaires familiales, comme ça est souvent le cas quand les parents se déchirent et ne sont d'accord sur rien, demandera une enquête sociale avec une expertise psychologique pour avoir de plus amples informations. Et puis vous pourrez dire que vous pouvez expliquer que dès sa naissance, dès sa venue au monde, il paraissait assez absent, finalement peu préoccupé par cet enfant. Donc vous vous étonnez que maintenant il en revendique la garde. Parce que on sait que parfois il y a des parents qui agissent ainsi, plus pour nuire à l'autre, c'est une façon d'atteindre l'autre que par réel intérêt de l'enfant. Donc les juges aux affaires familiales sont avertis de ce genre de situation, connaissent malheureusement, savent que ça existe, qu'il y a des personnes, hommes ou femmes, qui agissent plus pour vraiment détruire l'autre, pour nuire à l'autre, plutôt que par souci de l'enfant et parce qu'ils veulent être au plus près de l'enfant et le voir grandir et veiller à son éducation. Bon. Mais de toute façon, là, ça demande quand même un peu plus de précision. On voit que c'est compliqué pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher, essayer, même peut-être en 15 jours. Peut-être que vous ne trouverez pas, effectivement, parce que les délais sont très courts, mais ça vaut la peine d'essayer. Et puis il y a quand même essayer de trouver. Il y a Stéphane Clerget, le pédopsychiatre, qui a pas mal écrit autour de la séparation des parents, et notamment chez Albin Michel. Il a fait un très bon livre qui s'appelle Séparons-nous mais protégeons nos enfants. Et c'est peut-être que ça pourrait vous donner des pistes quand même d'ici la rencontre avec le juge aux affaires familiales, parce que quel que soit les griefs que vous avez pour cet homme, puisque vous dites que dès que votre fils est né, il a eu comme ça des comportements déplacés vis-à-vis de vous, et en tout cas vous aussi vous vous sentiez très livré à vous-même, et peut-être qu'il faut voir ce que vous pouvez mettre en œuvre
pour que je ne sais pas quel lien est-ce que votre fils a développé quand même un lien d'attachement avec son père. Oui, puis j'y ai veillé aussi. Enfin, bon, donc c'est important quand même. Je lui ai donné une place, mais du coup, en fait, lui, Vous craignez le côté un peu abandonnique, c'est-à-dire le côté trouver qu'il n'est pas rassurant vis-à-vis de cet enfant, comme il ne l'a pas été vis-à-vis de vous, et ce dès la naissance, peut-être même pendant la grossesse, et vous craignez cela, ce qui vous préoccupe par rapport au petit garçon. Oui. Cela dit, par rapport aux nuits, il faudrait peut-être voir, parce que soit essayer quand même à un moment s'il fait un cauchemar, vous levez le rassurer, c'est une chose. Mais si c'est vous appeler la nuit, essayez de tenir, de pas vous ne vous levez pas, vous voyez si ça passe. Si ça passe pas, vous levez, vous lui caressez la tête, vous lui dites de se rendormir, que tout va bien, que vous êtes dans la pièce à côté. Vous voyez, mais de le laisser dans son lit pour qu'il ne prenne pas, parce que ça peut être une habitude aussi qu'il a prise, hein, et dont il a du mal à se défaire aussi. Quand les réveils se produisent comme ça la nuit. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une anxiété de fond, ça correspond ici, ça correspond, vous pensez à quelque chose d'une anxiété, d'une angoisse, à ce moment-là, ça mériterait qu'il voit un pédopsychiatre. Parce que soit c'est une habitude qui a été prise, et dans le sommeil, on prend beaucoup d'habitudes, et surtout les petits-enfants, je veux dire. Donc on peut petit à petit le déshabituer en ne... répondant pas tout de suite, justement. Je sais pas ce que vous faites quand il se réveille. Mais quand il se réveille, en fait, et s'il me voit pas, il se lève, en fait. Oui, mais vous le ramenez dans sa chambre. Il voit un pédopsie. Il a vu, il voit un pédopsie, en fait, et en fait, j'ai commencé la démarche avant de déménager parce que l'incitation à la violence, enfin, il me tapait parce que du coup son père mettait ça verbalement et lui il le mettait en acte. Bon, et le pédopsie peut pas faire, alors au vu de... Est-ce que lui trouve que c'est suffisamment préoccupant pour éventuellement faire une attestation par rapport pour le juge aux affaires familiales, étant donné vous lui avez parlé de votre situation ou pas? Non, puis du coup, en fait, c'est un enfant qui est très curieux et du coup, les problématiques ressortent pas forcément pendant les séances. Oui, enfin quand même. On voit quand même certaines choses. Ça dépend depuis combien de temps. Vous savez, faites confiance aussi aux spécialistes, hein, quand même. Ah oui, j'ai complètement confiance. Voyez, oui. Du coup, à l'époque, les réveils étaient nettement plus nombreux. D'accord, donc ça s'améliore déjà un petit peu ça. Voilà, bon, ça donc c'est important. Ouais. Bon, vous pouvez en parler au pédopsychiatre en disant que ça vous préoccupe. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, le fait, compte tenu, il le voit déjà depuis un petit moment, du fait s'il va dormir chez son père, qu'est-ce qu'il en pense? Vous voyez, vous pouvez voir avec lui. Et lui demander, parce que peut-être qu'il vous dira qu'il est prêt à faire un petit courrier, ou pas d'ailleurs, parce qu'il ne veut pas se prononcer, parce que la situation n'est, selon lui, pas suffisamment préoccupante pour se prononcer, et qu'il suit l'enfant, mais qu'il ne va pas si mal que ça, et tant mieux. Donc, mais vous pouvez aussi faire le poids avec lui par rapport à cette rencontre qui vous angoisse, et ça se comprend. Oui. Voyez ? Mais peut-être, que même si ça va au-delà de ce que vous demandez, c'est-à-dire d'une journée, d'une nuit, peut-être que ça peut bien se passer parce que votre ex-compagnon agissait peut-être comme cela parce qu'il était avec vous. Et que donc il se servait peut-être de votre fils pour vous atteindre vous. Et seul avec son fils, il peut s'avérer être meilleur père que vous ne le pensez aussi. C'est à voir et peut-être à tester. Voyez, c'est bon. Oui, après. Alors, en tout cas,
Flo dit, vous pouvez préparer la rencontre en énonçant des faits précis, parce que sinon ça reste subjectif. De toute façon, ça reste toujours subjectif, d'où le travail très difficile des juges aux affaires familiales, parce qu'ils ont à trancher, eux, dans l'intérêt de l'enfant, avec des parents qui se déchirent souvent, donc d'où le recours à des experts, à des... justement à des expertises psy, à des travailleurs sociaux, et puis quelqu'un dit aussi, dans la séparation, il est parfois difficile, ils s'appuient sur des rapports, ils peuvent pas décider comme ça en une rencontre, c'est compliqué, parce que comment définir qui dit vrai, et la vérité elle est toujours entre les deux en plus. Dans la vous voyez, chacun dit sa vérité dans ces histoires-là. Dans la séparation, quelqu'un dit il est parfois difficile de faire la part des choses, et il est possible de bénéficier aussi d'une médiation familiale, parce que c'est vrai que ça peut être aussi voir la bonne foi des deux parents qui essayent de mettre de côté leurs griefs de couple pour essayer au moins de trouver un terrain d'entente par rapport à l'enfant, parce qu'ils ont des responsabilités de parents à assumer. Donc je vous dis aussi, le livre de Stéphane Clerget va dans ce sens-là, séparons-nous mais protégeons nos enfants, pour essayer, chez Albin Michel, pour essayer quand même de trouver une base et qu'au final votre fils ne souffre pas trop de tout ça. Oui, c'est ce que j'essaye. Après, avoir une conversation avec son père, c'est... Ben oui, c'est compliqué. Ouais, vous verrez bien. Il termine les conversations tout seul. Bon courage, Hélène. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors des réactions par SMS qui arrivent pour Hélène, qui s'interrogeait par rapport à l'audience qu'elle va avoir avec le juge aux affaires familiales au sujet de la garde de son petit garçon qui a 3 ans. Lisa dit: j'ai divorcé, mon fils avait 2 ans et demi, il allait dormir une fois par semaine avec son papa et un week-end sur 2, ça se passait sans souci, son père reste son père. Patricia dit il est important aussi que ce petit garçon voit son père, de toute façon c'est le juge au final qui tranchera et qui au besoin demandera une enquête sociale. Et puis quelqu'un me dit le père ne fera sans doute pas comme vous, mais c'est aussi la proximité, le quotidien qui facilite et crée le lien. C'est Élodie qui dit ça, qui est mère d'une fille en garde alternée et belle-mère d'un garçon qui voit trop peu son père. Bonsoir Ethel. Ethel, vous êtes avec nous? Et je m'y attendais pas. Ben oui, ça peut arriver. Oui, vous avez l'air surprise. Oui. Bon. Ben oui, vous avez appelé entre 22h30 et 23h, le 39-21. Donc oui. Voilà, on vous rappelle. Ça vous surprend? Ben oui, parce que j'avais appelé à une époque où j'étais très 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 mal. Oui. Et là, c'est pas mieux, c'est pas pire, mais enfin bon, oui. Je m'y fais quoi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il y a, c'est que mon échec de vie, je l'appelle comme ça, c'est une vie un peu misérable, vide de non-sens, quoi. Tout ça, ça a débuté en 2007. Oui. En 2007, il s'est passé la chose que j'ai perdu mon alter ego, l'amour de ma vie. Il est pas mort, mais bon, on s'est séparés. C'était vraiment mon âme sœur, mon alter ego, quoi. Et j'ai perdu mon travail. Et voilà, et tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné à ce moment-là pour vous? Oui. Et à ce moment-là, j'étais encore dans cette ville-là, à côté de Lyon, une grande ville. Ça doit se reconnaître à mon accent. Ah, je connais pas bien cet accent, donc non, là je reconnais pas votre accent, non, mais peut-être que ceux qui sont stéphanois. Ah, l'accent. Ah, bah alors ça doit parler à Sergio notamment, oui. Et j'ai eu du mal par rapport après cette perte de boulot. Enfin, c'est pas trop la perte de boulot, mais après, bon, on m'a signifié une fin de bail de là où j'habitais. Et là, bon, après, je me suis mis sur un site de rencontre et j'ai rencontré quelqu'un. J'ai enchaîné les choses, j'ai un peu poussé les choses jusqu'à ce qu'on habite ensemble, mais bon, il s'est avéré vraiment horrible.
ça a duré 6 mois. On a laissé nos habitations l'un et l'autre respectives. Mais ça a duré 6 mois. Il m'a acheté comme un chien en début 2008. Et puis après j'ai atterri chez ma maman, quoi. Toujours dans cette ville-là. Et puis après, là j'allais vraiment mal, quoi. Vraiment. Oui. Quand vous étiez revenu chez votre mère, vous vous sentiez mal à ce moment-là, après toutes ces ruptures, la perte de votre travail Oui, elle me faisait sentir que c'était pas possible, que ça allait pas le faire et que... Vous étiez un poids un peu pour elle. Elle vit seule, vous n'aviez pas votre père? Oui. Non, vous étiez toutes les deux. Ils sont séparés, oui. C'est difficile de se retrouver dans ce contexte-là que vous viviez comme un échec, l'échec de votre vie amoureuse et la perte de votre travail. Si en plus votre mère, c'est difficile parce que on peut avoir le sentiment d'une régression, et si en plus votre mère vous faisait sentir que vous la perturbiez un peu elle dans son quotidien. Ce qu'on peut comprendre aussi, hein. En fait, tout ça s'est enchaîné, ça m'a poussé à trouver un logement social au plus vite, quoi. Oui, c'est bien, vous avez du répondant. Bon. Ah oui, mais là, non, j'ai été pris à la gorge, hein, et j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai été poussée à faire un n'importe quoi. J'ai trouvé un logement social dans un quartier que je connaissais pas, mais qui s'est avéré très très bon à l'extérieur, dans l'entourage. Oui. Mais j'ai vécu un enfer. Hein. Pourquoi? C'est un enfer, cet immeuble-là. J'ai vécu tous les tourments. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre immeuble? C'était au 5e étage. Oui. Je subissais le bruit. Il y avait beaucoup de voix. C'était très bruyant. Oui. Ouais. C'était mal insonorisé, peut-être aussi. Oui. Partout. Ah oui. Oui. Et vous ne pouviez pas en parler avec les voisins? C'était compliqué? Non. Parce que tout le monde s'est mis à dos. En fait, moi, m'alcoolisant de plus en plus, en fait, je pétais littéralement les plombs, quoi. Mon lit qui donnait dans la chambre de la voisine, une jeune, mais qui avait des relations un peu malfamées pour moi. Oui. En fait, je dormais même plus dans cette chambre. Je me suis acheté un lit d'appoint, je dormais dans ma salle de bain. Et après la salle de bain, j'ai dormi dans la cuisine, quoi. Et j'avais une pièce aménagée rien que pour mes animaux. J'avais plein d'animaux à l'époque. Ah bon? Oui. Vous aviez des chats, des chiens? J'avais un perroquet, j'avais un petit perroquet, j'avais un chinchilla, des octodons, une lapine, un cochon d'Inde. Oula. Ouais. Et après mon petit chien que j'ai acheté là. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces animaux? Eh ben j'ai dû m'en séparer en venant à la campagne. En m'exilant à la campagne, j'ai dû m'en séparer. Ah bon? Ils auraient été mieux pourtant à la campagne que dans un logement. Non, mais il y a eu une période où ça s'est mal passé. J'avais les assistantes sociales sur le dos, des organismes, plus les voisins, plus tout ça. J'étais un peu pistée, fliquée, et on m'a arraché de mon milieu et on m'a mis en hôpital. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui, vous avez été hospitalisée d'office à ce moment-là. Oui, mais parce que vous vous alcoolisiez aussi. J'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait ce jour-là. Oui. Parce que j'allais me réfugier dans un bois pas loin de chez moi pour promener mon chien. J'y passais pratiquement mes journées et j'attendais vraiment le soir. Vous alliez très mal en même temps, Ethel, à ce moment-là, puisque vous dites que vous étiez en position vous étiez replié dans un coin de l'appartement parce que vous ne supportiez plus aucun bruit. Vous viviez certainement en décalage aussi avec les autres, peut-être inversé jour-nuit. Vous vous alcoolisiez beaucoup, donc peut-être que les seules sorties c'était dans le bois où vous restiez beaucoup. Enfin, il y a des gens qui ont dû s'inquiéter pour vous et qui ont dû en parler. Et l'hospitalisation, c'était pas contre vous, mais c'était une façon de prendre soin de vous. Je pense que c'était plutôt de la médisance, hein, parce que moi j'étais bien dans mon petit monde là. Mais enfin votre petit monde où vous étiez un peu cloîtré chez vous et à vous alcooliser, donc au bout d'un moment, vous voyez, vous auriez fini par être malade. C'était pas une vie non plus, ça. Et ça se passait très bien avec les gens
À l'extérieur, hein, je connaissais toutes les mémés avec leurs chiens, je connaissais tous les petits chiens, ça se passait très très bien, je faisais mon marché pour mes animaux. Le quartier était superbe par rapport aux proximités, splendide par rapport aux proximités, moi qui me déplace peu. Oui, c'était central des commerces. Et alors là, vous vous plaisez pas où vous êtes ? Eh ben là, ce qu'il y a, c'est que voilà, je suis de plus en plus casanière. Et je vis en reclus, quoi. C'est comme on appelle un village dortoir. Alors il se passe, je peux sortir sans rencontrer une seule personne dans la journée, quoi. Tout le monde travaille la journée. Oui, sauf je vois la factrice, on se fait signe, mais bon, ou un ou deux voisins de temps à autre, bonjour, bonsoir, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est vrai que ça fait peur, quoi. Ça fait peur parce que, je bois toujours autant. J'ai pris du poids, toujours de plus en plus. Et, vous avez pris beaucoup de poids ? Oui, oulala. En 2007, je faisais 62 kilos. Là, j'avoisine les 78. Je me suis dit... Bon, ça va encore, hein, ça reste raisonnable aussi. Vous n'êtes pas dans Non, mais je comprends que vous vous sentiez pas bien. Mais enfin, c'est pas non plus, voyez, vous n'êtes pas c'est pas catastrophique. Ben, j'arrive plus trop à marcher et mon petit chien, c'est pareil. En fait, lui, il en demande pas mieux. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il a pris du poids ? Non, l'année dernière, il a eu une syncope. Il s'est pris une syncope. Alors, c'est vrai qu'on a à peu près les mêmes symptômes tous les deux. Il craint vraiment les chaleurs extrêmes. Il aime pas la pluie. Oui. Et quand il fait lourd, c'est idem, quoi. Il est âgé ? Non, il a 4 ans. C'est un petit York. Oui, il est tout jeune, oui. Oui. Ben, il fait corps avec vous, hein. Il sent, il adopte les mêmes symptômes que vous. Vous savez, les animaux ressentent beaucoup. Ils font éponge, hein. Et c'est vrai que je me suis concentrée dans cet univers animal. Alors ici, là où je suis, il y a plein d'escargots. Alors j'arrête pas, là, je ramasse. J'ai trouvé une lapine. Alors tout ce que je trouve, j'envoie à la SPA où j'essaye d'y sauver. Les oiseaux qui tombent du nid, enfin tout ça. Et c'est vrai que ça me mine parce que bon, c'est vrai que ma sœur m'en a amené 2 et hélas, ils sont morts chez moi. J'ai pu en sauver 2 précédents. Alors j'arrête pas. Je regarde les sites animaliers. Facebook, c'est pareil. Mais il y a du travail, oui. Mais si vous allez vous briser le cœur, hein, regardez tous ces sites, parce que si vous vous confrontez comme ça à la souffrance animale, enfin sur tous ces sites, vous n'avez pas fini. Et il y a pas mal de chasseurs en plus là. Oui. Alors bon, il y a eu un peu maille à partir la première année. Ça fait 2 ans que je suis ici. Parce qu'il y a plein de chasseurs. J'ai un peu détruit des pièges arnards. Et c'est vrai que c'est pas beau à voir. Moi, j'ai vu des trucs. Ah non, mais ça c'est terrible. Oui, je sais. Ils se rongent la patte pour. Ils mettent des leurres. Non, c'est des pièges qui les prennent vivants. Ils mettent des leurres. Oui, mais justement, ils se rongent la patte souvent pour pouvoir partir après tellement. Ah non, parce qu'ils rentrent complètement entiers. C'est pas un piège qui se referme sur la patte, ils mettent un leurre, un pigeon, et ils rentrent et il y a une trappe qui tombe, et puis après, voilà. Bon, tant pis, s'il y a des chasseurs qui nous écoutent, je vous comprends. Vous avez raison de détruire, mais vous faites pas prendre, vous, parce qu'on vous donne pas un coup de fusil, hein. Mais, Ethel, vous avez un grand cœur et tous ces animaux qui sont un peu blessés, amochés de la vie, tombés du nid, ces oisillons, c'est un peu de vous aussi dont vous parlez là. Moi, j'ai toujours eu du cœur pour les animaux. Hein. Oui, mais comment vous vous occupez de vous ? Parce que c'est un peu aussi, vous aussi, vous êtes comme ça, un peu chien perdu sans collier, comme ça, sans attache, un peu perdu. Je m'occupe pas de rien. J'ai jamais eu de mutuelle, on me le reproche sans arrêt. Là, j'ai un mal de dos ça fait plus d'1 semaine, ça s'arrête pas. Je tombe en décrépitude. Mais vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? 44. Oui, mais vous êtes jeune, hein, encore pour tomber en décrépitude. Je veux dire, parce que vous soignez, et c'est franchement, j'aurais tendance à faire comme vous. Mais par ailleurs,
prends soin de ma santé et de moi. C'est-à-dire que, voyez, vous prenez soin des petits animaux que vous retrouvez. C'est très bien. Ça montre que vous avez une grande sensibilité, que vous savez que les animaux aussi ont une sensibilité, comme nous, et vous en prenez soin. Mais ce qui ne va pas, c'est que vous preniez si peu soin de vous. En vous alcoolisant comme vous le faites et en vivant totalement recluse, parce que si vous voulez, la compagnie des animaux ne peut pas non plus totalement remplacer celle des hommes. Là, vous avez été profondément blessé vous-même. Vous me parlez d'animaux blessés, mais vous-même vous êtes très blessé. Donc vous vous réfugiez auprès d'eux. Mais à un moment, il est important que vous puissiez vous reprendre en main un petit peu. Progressivement. Vous pouvez pas faire tout du jour au lendemain. Je suis bien d'accord avec vous. Mais vous le dites vous-même, ça a été une série d'épreuves. À un moment, vous avez perdu votre alter ego, comme vous l'appelez. Bon. Il y en a qu'un, il y en a pas 36. Après, je me suis mis sur des sites, je regarde, mais c'est sans conviction, quoi. J'y crois pas. J'y crois même plus. Mais je pense que actuellement, oui, mais dans votre état là, actuellement de fragilité et autres, je pense qu'effectivement, pour le moment, les sites, non, il faut, c'est vrai que c'est trop aléatoire. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens bien, voyez, et que vous ne pourriez pas rencontrer à nouveau quelqu'un de bien. Mais il faut déjà que vous arriviez, vous, un peu à remonter la pente. Et pas à vous abîmer comme vous êtes en train de le faire. Parce que même pour, vous parlez de vous des sorties, il faut que vous arriviez à reprendre un peu je sais pas, qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez perdu votre travail, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais de la petite soudure électromécanique. D'accord, ouais. Soudure au pistolet à l'étain. Oui, bon. Donc, ça allait bien, mais bon, là aussi... Qu'est-ce qui s'est passé? La boîte a fermé? Non, disons que c'était un petit atelier. Au début que j'ai été embauchée, c'était vraiment un petit atelier assez familial, quoi. Et ça s'est agrandi, ça a embauché, tout ça, et ils ont mis des chaînes en place. Oui. Et moi, ils m'ont mis de plus en plus à la chaîne, et ça allait pas du tout. Le cerveau a pris emprise sur mon corps, et j'arrêtais pas de bouger, d'être collée au siège, et non, ça se passait mal. Ça vous angoissait, le rythme, la cadence de la chaîne? Non, ça allait pas vite, ça allait même pas assez vite à mon goût. Ça allait pas assez vite pour vous? Mais derrière tout ça... C'était cette contrainte qu'on vous imposait quand même? Oui, je voyais des gens qui étaient dans les petits papiers avec les chefs d'atelier et tout ça. Donc après, on m'a changé, la médecine du travail m'a changé d'atelier. Je suis tombée dans un atelier où il y avait essentiellement des hommes. Et là, ça se pensait, c'était le paradis. Et quand on m'a quand on m'a dit que je devais réintégrer mon atelier, alors que moi, je pensais que c'était fini, j'allais plus le revoir. Et quand on m'a demandé de réintégrer l'atelier, alors c'est là que c'est parti en vrille, quoi. Ça a été un enchaînement. Voilà, là aussi, j'ai été pistée. Ils m'ont regardé, ils m'ont suivi jusqu'au parking. Alors, je cachais des bouteilles dans la voiture et pendant la pause, normalement, j'avais bien le droit, mais enfin bon, ça s'est fait, c'est comme ça. Puis bon. Et aujourd'hui, vous en êtes où par rapport au travail? Vous êtes en longue maladie? Qu'est-ce qui se passe? Non, je touche une allocation adulte handicapé et je sais pas, je suis même pas suivie. Je devais voir, là depuis que je suis ici, je devais voir un médecin psy une fois par mois, mais bon, pour moi c'est un peu brasser de l'air et il n'y a rien de concret. Alors bon, pourtant il y aurait un grand besoin. Il me prescrivait des cachets que je prends même pas parce que bon, avec l'alcool c'est même pas pensable de... il faut pas y faire, quoi. Et, oui, mais alors justement, est-ce que vous l'avez dit à ce psychiatre que vous aviez ce problème d'alcool? Parce que il voulait, pardon. Il voulait me prescrire des médicaments pour contrer un peu tout ça. Oui. Et pourquoi vous? Non, parce que bon, Vous n'êtes pas prête? Ouais, moi, boire, c'est... Pour le moment, ça vous permet de tenir? C'est pas que ça me permet de tenir, mais... c'est mon quotidien, c'est ma réalité, voilà. C'est un suicide à petit feu, comme on dit. Parce que c'est vrai que j'ai tenté, il y a eu des choses que j'ai tentées. Mais vous avez commencé à vous alcooliser au moment où vous avez perdu votre compagnon et votre travail, ou déjà avant, vous aviez un peu... Oui, enfin, c'est vrai que ça
ça date de très très vieux. Même quand j'étais chez mes parents, toute jeune, ça allait pas bien avec mes parents. J'ai traîné dans une bande de squatteurs. Et on buvait dès l'âge de 16-17 ans. J'ai toujours bu, quoi. Alors avant, c'était pour me désinhiber, parce que j'ai toujours été complètement timide, quoi, de par mon physique, de par plein de choses. Et après c'était plus là par gourmandise, par habitude, voilà. C'est un enchaînement, oui. En même temps, c'est vrai que il y a un côté, vous dites, c'est vrai que ça désinhibe, et puis ça fonctionne contre l'anxiété. C'est un bon anxiolytique, au départ, en tout cas. Ce qu'il y a, c'est que ça arrange pas, parce que je vois, c'est pratiquement tous les matins où j'ai des grandes nausées. Ah oui, ça c'est comme si j'avais envie de rendre. Oui. Ça fait des nausées, ça me retourne l'estomac, et puis après ça passe, quoi. Donc, mais ça, les réveils sont très très difficiles. Ça finit par passer, comme vous dites, mais les réveils sont très pénibles. Donc, et par rapport, je veux dire, certainement, ce que j'entends, c'est déjà adolescente, vous étiez avec des squatteurs, vous avez toujours été attirée un peu par une certaine forme de marginalité, mais par des gens qui se sentaient peut-être à part, exclus, et qui avaient certainement aussi une grande sensibilité que vous avez, vous, et qui s'exprime comme ça à travers les animaux. C'est pas par hasard que vous recueillez comme ça tous les animaux perdus, blessés et autres. Et vous pourriez en faire quelque chose de ça, finalement, au sein d'une structure, au sein. Tout le monde me dit. Vous pourriez. Même les dames chez qui j'ai laissé mes animaux, donc c'est les dames chez qui j'ai acheté mon petit York. Je m'entendais très bien avec elles m'ont bien accueilli, et elles ont récupéré tous mes animaux. Mais bon, au fur et à mesure, là dernièrement, il y en a un qui a disparu. Ils sont pratiquement tous morts. Il reste que le perroquet, quoi. Et la petite cochon-âne. Non, mais un perroquet, ça vit très longtemps, Ouais. Et bon, j'ose même plus trop les appeler, du coup. Oui, parce que ça vous fait mal au cœur. Oui. Mais là, mais il faut pouvoir. C'est une responsabilité. C'est vrai que, comme vous le dites, c'est pour ça que vous essayez à nouveau. Vous aimeriez vous reconstituer cet univers autour de vous, parce que ça vous tient chaud, ça vous fait du bien. Et en même temps, c'est vrai que c'est une responsabilité. C'est-à-dire que les animaux, vous le dites, votre petit chien, il a besoin de sortir. C'est vrai qu'ils prennent des habitudes. Ils aiment bien sortir aussi à certaines heures. Il faut les nourrir, et ce, quel que soit votre état. Ah oui, il a tout ce qu'il faut. Mais j'en doute pas. Mais il y a des moments où peut-être vous vous alcoolisez beaucoup, où c'est quand même un peu compliqué. Il le sent, il va se cacher, il va dans le lit. Et oui, parce qu'il sent que vous n'êtes pas bien, et que dans ces cas-là, alors il sait parce qu'il vous connaît comme ça, mais ça veut pas dire forcément, vous voyez, ça, comme vous dites, il va se cacher finalement. Il attend que ça passe, que vous alliez mieux. Mais vous savez, Ninon le dit parce qu'on parle des animaux, Ninon dit quelque chose de très juste, elle dit, nous, êtres humains, nous sommes des animaux, des mammifères, mais de meute. Et sans compagnie, on dépérit. Donc, c'est que vous ayez cette sensibilité-là par rapport aux animaux, c'est une très bonne chose, parce que c'est même une chance, parce que les animaux, dans leurs différences aussi, quand on sait les respecter dans leur sans faire de l'anthropomorphisme, mais vraiment en les respectant dans ce qu'ils sont, dans leurs différences, dans leur animalité, nous enrichissent beaucoup. Pour autant, on a besoin de la compagnie des autres, de nos congénères à nous. Oui. Je sais pas, ils apportent pas la même chose. Non, mais évidemment qu'ils n'apportent pas la même chose. J'ai l'impression d'être carrément en décalage avec les humains, parce que je me sens plus animale qu'humaine à ce jour-là. C'est vraiment... Mais parce que vous vous identifiez à eux, et pas à n'importe quels animaux d'ailleurs, à des animaux qui souffrent. Donc c'est de votre douleur dont vous parlez, de votre douleur dont pour le moment vous ne vous préoccupez pas. Parce qu'effectivement, il y a l'alcool qui fonctionne comme un tranquillisant. Même si les réveils sont très douloureux et qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais c'est un anesthésiant. Vous mettez un anesthésiant sur votre douleur, et qui pourtant est ancienne. Donc c'est quand vous me parlez de ce psychiatre qui essaye de vous dire
qui n'a pas porté de jugement sur vous, qui essaye de voir ce qui serait possible de faire avec vous. Vous dites non, vous fuyez là. Je ne sais pas ce que vous craignez finalement à parler. Alors c'est vrai qu'avec les animaux, vous n'avez pas à parler. Ils vous prennent tel que vous êtes, que vous soyez bien, pas bien. Mais en même temps, pendant ce temps, votre état se dégrade. Et à un moment, vous voyez, même le fait de cette mission que vous vous êtes donnée de vous occuper d'eux, vous ne pourrez plus vous occuper d'eux si votre état physique comme ça se dégrade de cette façon-là. Alors que vous pourriez faire quelque chose à ce niveau-là, auprès d'associations, vous savez, les gens qui s'occupent comme ça d'animaux ont souvent aussi, ont parfois, en tout cas, des histoires complexes derrière elles, ou d'abandon, ou de choses, ou des douleurs. Bon, et pourquoi pas, c'est une façon de sublimer les choses. Mais vous pouvez pas d'un côté être tout leur consacré et vous négligez vous à ce point, parce que vous négligez. Oui, non, mais à côté de ça, j'avais quand même une vie. Je fréquentais beaucoup les milieux motards. J'avais pas mal de choses par rapport avec les motards. Les motards, oui. Je me forçais à sortir. J'adorais ça, les harnais, les trucs comme ça. Et quand ça s'est mal terminé, là où j'habitais, pendant que j'étais hospitalisée, on m'a volé ma vie. Ceux d'à côté, là, j'en suis sûre et certaine, à plus de 200%, qu'ils sont allés dans mon appart et ils ont volé les plus belles choses, tout ce que j'avais de précieux à mes yeux, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont volé, selon vous ? Point de vue, vêtements. Oui, mais c'est pas votre vie, ça, les vêtements. Si, parce que c'est vrai que je m'identifiais par rapport à ça. Le maquillage, je me maquillais beaucoup. Et là, maintenant, je laisse tout à l'abandon. Oui, mais parce que vous négligez. Quand je dis vous négligez, c'est évidemment vous et votre santé et autres, mais ça va de pair. J'imagine pas, vous pourriez vous maquiller, mais si vous vous maquillez en prenant si peu soin de votre santé, de toute façon, ça poserait problème, parce que vous soigneriez votre image, mais pas du tout votre état intérieur. Donc, de toute façon, ça poserait question. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait y aller par étapes, par paliers. Quel sens ça aurait, après tout, de vous maquiller, de vouloir donner le change, de faire illusion, alors que à l'intérieur de vous, vous vous sentez si misérable. Je reprends votre expression. Vous dites « ma vie est misérable ». Je trouve que votre vie, elle a rien de misérable. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit « la vie d'un homme vaut bien un univers ». Vous savez qui a dit ça ? Non, je vois pas, non. C'est des paroles de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est rare que je le cite, mais oui. Donc vous qui parlez beaucoup d'animaux, voyez, il disait que la vie d'un homme vaut bien un univers. Non, mais c'est vrai que aucune vie humaine n'est misérable. Je pars jamais en vacances. Bon, les week-ends, je fais rien. Et j'ai peur, j'appréhende de cet été là qui va venir. Déjà les chaleurs. Mais je fais rien. Les chaleurs, oui, parce qu'en vous alcoolisant comme ça, c'est vrai que c'est pas bon. Vous le ressentez d'autant plus. Voyez, vous qui, pour le moment, fuyez parce que vous en avez peur, vous vous en méfiez, la compagnie des humains. Pourtant, vous appelez une émission où on parle de l'humain, oui, et où il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et donc qui vous écoutent, est-elle, oui, et qui réagissent. Et j'ai des messages qui arrivent pour vous. Il y a Sergio qui avait reconnu votre accent puisqu'il est de la même région et qui dit: elle est pour ma voisine, très touchante, la petite Estelle. Moi, je veux bien lui parler hors antenne. Et Roger aussi qui dit: cette jeune femme est très touchante. Il faudrait absolument qu'elle arrête comme ça de s'abîmer dans l'alcool. Et puis Lilia dit: votre intelligence et votre lucidité me portent à croire que vous aurez un jour ce déclic pour vous en sortir. Brigitte qui dit: pourriez-vous chercher à voir un alcoologue? Dit: vous méritez la même tendresse et les mêmes soins que les animaux dont vous vous occupez. Et elle a raison, j'ai envie de vous dire, il faudrait que vous fassiez preuve vis-à-vis de vous de la même attention, de la même douceur, de la même bienveillance, de la même tendresse que ce que vous manifestez à l'égard des animaux blessés que vous recueillez. Parce que vous aussi, vous êtes blessés. Et qu'il faut en prendre soin. Voyez ?
c'est pas évident. Donc quand vous vous méfiez, parce que vous avez été certainement blessé et tôt par des humains et dans votre histoire personnelle, bon, je vous accorde, c'est pas aujourd'hui, je vous dirais, n'allez pas sur des sites ou sur des sites de rencontres, pas dans l'état où vous êtes actuellement. Mais en revanche, revoyez peut-être ce psychiatre, ou trouver quelqu'un, en tout cas allez le voir lui une fois par mois, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est déjà un début, en disant au moins dire pour le moment vous ne vous sentez peut-être pas prête encore à envisager d'arrêter l'alcool parce que vous avez l'impression que c'est ce qui vous permet de pouvoir faire face. Il peut l'entendre ça, mais au moins allez le voir, trouver un lien comme ça, trouver un lieu pour parler. Comme vous le faites, parce que pourquoi vous avez appelé ce soir? Et vous étiez très surprise de pouvoir vous exprimer à l'antenne. Oui, c'est incroyable, parce que j'y croyais pas, parce que c'est vrai que j'avais lancé des mails, et puis c'est tellement... mon histoire, elle est tellement incroyable, mais vrai. En plus, j'ai pas d'enfant. Bon, c'est vrai que ça a failli. À ce jour, mon alter ego, là, j'ai dû... faire un avortement là. Et je m'en veux ça aussi, alors que ma sœur à ce jour qui a 5 ans de moins que moi, elle est enceinte. C'est vrai que c'est pas croyable quoi, c'est pas bien normal quoi. Enfin bon. Et ouais, d'être seule au monde. Mais vous avez c'est ce qui est non, vous n'êtes pas une vieille fille, ça veut rien dire. Et vous avez aimé et vous avez encore beaucoup d'amour à donner. Vous avez beaucoup d'amour à vous à donner et cet amour, il vous consume. Parce que vous le donnez, et c'est une bonne chose plutôt, déjà à tous les animaux que vous recueillez, que vous essayez de sauver, de soigner, que vous soignez d'ailleurs, mais à votre petit chien. Mais il y a beaucoup d'amour en vous. Il y a une dimension très maternelle. Vous pouvez ne pas avoir eu d'enfant et être très maternelle. Vous l'êtes dans votre façon de vous occuper des animaux. Oui. Donc vous pouvez très bien exister et être quelqu'un et que votre vie ait un sens. Contrairement à ce que vous avez dit dans vos premiers mots en disant ma vie est un non-sens. Non, que votre vie ait un sens, même si vous n'avez pas d'enfant. Mais pour ça, il faut que vous trouviez à donner. Vous avez besoin de donner. Oui. Simplement, c'est compliqué pour vous de donner comme vous le faites. Et puis, à côté de ça, de vous détruire, vous. Voyez, de vous faire du mal. Oui, oui. Vous êtes prise dans cette dialectique-là. Comme prisonnière d'une toile, quoi, en fait. Oui, mais cette toile, vous savez, la toile d'araignée, on se débat avec ça, c'est un peu nos névroses. C'est vrai que c'est une image très parlante parce que c'est vrai qu'elle nous enserre. Elle nous étouffe, toute notre énergie est bloquée là-dedans. On ne sait pas comment s'en sortir. Une mouche prise dans une toile d'araignée, elle a peu de chances de s'en sortir. Mais nous, on peut essayer de petit à petit, en faire émerger quelque chose de cette toile. Oui. Faire quelque chose de plus créatif. Oui. Il y a Violaine qui, je citais tout à l'heure les paroles sur la vie d'un homme qui vaut bien un univers. Violaine disait dans Dieu, ma mère et moi, le livre de Franz-Olivier Gisberg, où il évoque sa mère qui était philosophe et qui était très croyante. Elle dit Franz-Olivier Gisberg a écrit de très jolies pages sur notre empathie envers les animaux. Il y évoque Saint François d'Assise. Et avec son parcours, vous savez, la vie de Saint François d'Assise, qui après s'est consacré évidemment beaucoup aux animaux, mais qui auparavant a une vie d'homme assez dissolue, dirait-on. Il y a eu un revirement. Donc, toute vie, voyez, je crois que c'est parce que vous vous sentez, vous, à l'intérieur de vous, si délabré, si misérable, que vous vous dites à quoi bon. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer aussi à vous occuper de vous. Et à retrouver, ou à trouver, parce que je pense que vous ne l'aviez déjà pas beaucoup, une meilleure image de vous. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un fondamentalement de bien, de généreux et qui a beaucoup d'amour à donner. Et pour le moment, cet amour, il vous consume. Vous savez pas quoi en faire. Ça vous étouffe aussi. Vous savez pas comment l'utiliser. Alors au gré de vos sorties et des petits êtres que vous recueillez. Mais je pense que vous avez beaucoup à donner. Donc
réfléchissez là-dessus, reprenez rendez-vous avec ce psychiatre et donnez-vous à vous-même. Ça commence par là. Vraiment, Ethel, ça commence par là. Et Valérie qui dit « Rappelez Caroline pour donner de vos nouvelles parce que vous êtes vraiment bien attachante. » Et Brigitte qui dit « Ne vous laissez pas glisser. Vous avez beaucoup de qualités. Cherchez un allié, peut-être ce psychiatre, pour remonter la pente. C'est ouvert, plus que vous ne le croyez. » Et Ninon qui dit « Moi, je vous verrai bien assistante vétérinaire. » On se rappelle dans quelques temps. Vous me donnez de vos nouvelles, Ethel ? D'accord. Merci à toutes ces personnes. Merci. À bientôt, Ethel. Je vous embrasse. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Alors vous me taquinez sur cette parole que je citais, cette parole du Christ. Il y a Georges qui me dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Caroline ? Jésus, la Bible, qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez raison, oui, c'est vrai, je cite plutôt Freud et Lacan, mais qu'est-ce que vous voulez ? On peut être éclectique dans ces lectures. C'est vrai que dans la Bible, il y a tout, faut bien le dire. Eridan, il me dit, j'aime guère les citations religieuses, mais c'est vrai que cette pensée est superbe. Il a écrit beaucoup d'autres belles choses. Et il y a Georges qui taquine Sergio, qui dit, je me doutais bien que Sergio allait se proposer, parce que Sergio est de Saint-Étienne, donc évidemment, il a été d'autant plus touché par le témoignage d'Ethel, et il avait reconnu l'accent stéphanois, et il dit, et puis Sergio, c'est un peu notre abbé Pierre à nous, donc c'est normal qu'il se manifeste. On a bien transmis, en tout cas, voilà votre numéro, et vous avez été très nombreux à vous manifester pour Ethel. J'espère que ça va l'amener un peu à se dire que sa vie vaut la peine et qu'elle est beaucoup moins misérable et même pas du tout misérable, contrairement à ce qu'elle pense. C'est pour ça que j'ai eu un peu ça m'a traversé l'esprit quand elle parlait d'elle de cette façon-là. Catherine dit, je m'étais endormie et votre histoire m'a beaucoup touchée. Aimez-vous, vous, pour pouvoir aider vos amis, les animaux. Je vous assure, ils sont nombreux à vous attendre. Je vous embrasse, ma chère Ethel, dit Catherine. Et Flo qui dit, vous valez vraiment le coup que vous vous occupiez de vous, mais vous avez besoin d'aide, acceptez-la aussi. Toutes vos confidences au 39 21. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live
without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. James Blunt, Goodbye My Lover. Un petit mail aussi du Trublion, ça fait plaisir de le lire à nouveau pour Ethel, qui dit « Je connais ce genre de problème par rapport au voisinage et au bruit. Il dit, dans l'immeuble où je vis, certains voisins indélicats ne respectent pas la tranquillité des autres et nous font vivre des situations infernales. Il faut leur tenir tête et ne jamais baisser les bras. » Il dit « Vous parlez de votre petit chien, vous savez, et vous pouvez essayer un chat aussi, c'est génial. Bon courage à vous en tout cas. » On accueille maintenant Thierry, bonsoir. Bonsoir Caroline. Quel soupir, il y a longtemps que vous passez entier au standard. Oui, bon, d'accord. Alors merci de votre en plus, patience. La chanson que je viens de passer, elle n'était pas faite pour nous réveiller, quoi. Bon, vous étiez sur le point de vous endormir. C'est le rythme de la nuit, c'est un peu doux aussi. Oui, non. On pense à vous quand même, on vous met pas des choses trop violentes. Non, oui. Vous voyez ? Enfin, pour ceux qui sont au volant, c'est embêtant, mais sinon, on vous amène tranquillement vers le sommeil, en douceur. Je vois ça. Vous m'avez l'air bien réveillé quand même, hein. Ah oui, non, mais moi, oui. Oui. Mais il fallait bien que je sois réveillé pour vous ce soir. Bon, vous avez bu quelques petits cafés en attendant ? Oh non, même pas, non. Même pas. Bon. Non. Alors, de quoi vouliez-vous me parler, mon cher Thierry ? Pardon. Écoutez, je suis content aujourd'hui, là, le 19 juin, parce que ça fait 1 an que j'ai eu la garde de mon fils. Oui. Parce que, je suis séparé avec la mère de mes enfants. Oui. Et c'est vrai, la raison pour laquelle il est venu, c'est quand même assez horrible, mais je suis content qu'il soit là. Mon fils se faisait frapper, donc c'est pour ça que vite on me l'a confié, quoi. Oui. Oui. Par qui ? Mais par le beau-père. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Et c'est pas ça, c'est que il n'y avait pas que ça, parce qu'il était humilié, il était tout le temps puni, pour rien même, hein. Pour rien. Et alors comment ? Donc il s'en était ouvert à vous ? Votre fils, il s'était confié à vous ? Comment vous l'avez-vous découvert cette situation ? C'est pour ça que je vous pose la question, parce que parfois ils ont peur, ils ne parlent pas. Comment l'avez-vous découvert alors ? On m'a averti. Déjà au préalable, c'est vrai que des fois, quand il venait le week-end, il avait des bleus, mais c'est vrai que si vous dites je suis tombé, on peut le croire des fois, hein, parce qu'on va pas s'imaginer toujours le pire, quoi. Oui. Quel âge avait-il ? L'année dernière, il avait 13 ans. Oui, bon. Oui, donc... Mais là, et donc, quand il venait, je dis, mais c'est quoi ces bleus encore sur les jambes, tout ça ? Il me dit, je suis tombé, je me suis cogné, des trucs comme ça, quoi. Mais moi, je sentais quand même que ça allait pas trop bien au domicile maternel, quoi, parce que je voyais comment il réagissait, tout ça, et quand il s'est fait vraiment, là, c'est frappé, quoi, c'est presque tabassé, parce que j'ai vu les bleus, c'était des hématomes qu'il avait. C'est le collège qui m'a appelé, parce qu'ils ont fait, comment on appelle ça, un signalement, quoi. Oui, heureusement. Ils ont fait, oui. Non, mais pour ça va. C'est vrai qu'ils ont été très sérieux dans l'affaire, là. Et moi, ils m'ont appelé, et puis parallèlement, mes enfants, ils sont suivis par l'AEMO aussi. Donc, eux aussi m'ont appelé et je suis allé chercher mon fils là-bas au collège, quoi.
Mais de suite, 2 jours après, bien sûr, porter plainte et tout, quand même. Oui, oui. Faut pas laisser passer ça. Mais je suis resté très calme, moi, vous voyez, parce que j'aurais pu aller voir le beau-père et lui casser la figure et tout, mais bon. Oula, oui, mais je comprends, mais ça n'aurait rien arrangé. Hein. Mais non, parce qu'après, ils auraient dit, on le lève, parce que là-bas c'est violent, on va pas le mettre et chez on va le mettre chez un père qui lui-même réagit par la violence, voilà. Oui, c'est pour ça, parce que moi, tout mon entourage, se demandait comment je faisais. Non, mais vous avez très bien réagi, parce que pour vous, ça a dû être très douloureux d'apprendre, que votre fils était dans cette situation, que cet homme. Et la mère était au courant, ou ça se faisait lorsqu'elle était absente? Non, mais la mère, de toute façon, elle a rien fait pour. Je dis pas ça pour la dénigrer, parce que c'est trop facile de dénigrer les absents. Hein. Mais elle n'a rien fait, quoi. Elle a rien fait pour le protéger. C'est embêtant pour votre fils, oui. Parce que pour qu'il puisse au moins garder. Il continue quand même à la voir. Il la voit 2 fois par semaine. Mais alors il la voit dans un lieu neutre, ou elle est toujours avec cet homme, ou justement, je voulais en parler. Non, justement. Normalement, parce que moi je suis jamais au courant, elle est partie aujourd'hui, à 400 km de chez moi. Donc. Elle a quitté cet homme aujourd'hui? Normalement, oui. Parce qu'on ne se parle pas avec la mère, donc c'est pour ça que c'est très dur de communiquer. Et je le sais parce que moi j'ai 2 enfants. J'ai mon garçon qui est chez moi, et puis j'ai un autre enfant qui est resté chez la mère. Et donc, des fois, elle nous disait qu'ils allaient partir et qu'elle était contente parce qu'elle ne verrait plus son beau-père, quoi. Mais elle était partagée parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait plus nous voir aussi fréquemment qu'on fait maintenant. Et il ne s'en prenait pas à votre c'est une fille. Non, vous voyez, c'est ça qui est bizarre. Alors peut-être parce que mon fils me ressemble physiquement, j'en sais rien. C'est possible, c'est un garçon. Mais j'ai pas compris. Elle part. Bon, d'accord, elle s'éloigne de vous, mais elle part avec cet homme ou sans cet homme? Non, sans. Sans cet homme. Oui. C'est bien pour votre fils, je trouve. Oui, mais il va pas beaucoup la voir maintenant. Oui, c'est vrai, mais ça montre quand même sa mère. Ça montre qu'elle réagit, quoi. Elle reste pas avec un homme qui se comportait comme ça avec lui, je trouve. Oui, mais ça a duré pendant des années, ça, vous comprenez. Donc, moi, mon fils, quand je l'ai recueilli, il était en 1000 morceaux, quoi. Il a fallu tout reconstruire. Ah oui, quoi. ça a duré combien de temps? Ça a duré, 4-5 ans, ça. Ah oui, en effet, oui. Mais frapper, non, parce que lui, il m'a dit non, il m'avait jamais frappé comme ça. Mais c'était toujours, il était tout le temps puni pour rien. Comment va-t-il aujourd'hui? Là, il essaie de se reconstruire, et puis, il est malheureux parce que sa sœur, elle part loin. Oui, donc, il est proche de sa sœur. Ah ouais, ils sont très solidaires tous les deux, mais de toute façon, quand on n'est pas bien... oui, c'est dommage pour ça. C'est dommage. Oui, c'était bien sûr un soutien, mais c'est dommage, oui, que la mère, en partant, elle sépare aussi ce frère et cette sœur. Mais bon, ils passeront des vacances ensemble. Moi, je sais que je pourrais pas vivre avec une personne qui me frappe mon fils, quoi. Moi, la solution, je la trouve vite fait, quoi. Je la mets à la porte, la personne, quoi. Et ça, c'est à partir du moment où le signalement a été fait, ça s'est réglé vite, c'est-à-dire que vous avez pu... Oui, ça s'est réglé vite parce que il a frappé 2 fois, une fois un jour et le lendemain. Et c'est le lendemain qu'on m'a dit de venir le chercher. D'accord. Et après, le jugement le juge a statué dans la foulée. On est passé par le juge des enfants d'abord. Oui, bien sûr. Oui. Elle me l'a confié provisoirement jusqu'à ce que le JAF me confie la garde définitive, quoi. Bien sûr. Et est-ce que, en même temps, c'est important parce que votre fils a pu se rendre compte aussi, et ça participe à sa reconstruction, qu'à partir du moment où le signalement a été mis en place, on a vraiment pris soin de lui, que vous avez vite réagi, enfin, tout s'est mis en place. Ben oui, parce pour le protéger. Moi, avant que j'aille le chercher, lui, il voulait prendre le bus là pour venir chez moi.
Mais comme le chauffeur de bus, il a bien reconnu qu'il prenait jamais le bus, il l'a pas fait monter. Et puis après, il m'a téléphoné d'un portable, vous vous rendez compte, il m'a téléphoné d'un portable d'une dame qui avait devant le collège, quoi. Et sur le coup, moi, comme j'ai pas reconnu le numéro, j'ai pas répondu. Et c'était mon fils qui me laissait un message, qui voulait que j'aille le chercher et tout. Mais bon, c'est pas possible, ça. On peut pas. Il faut pas faire des trucs. Oui, enfin, il vous appelait au secours à ce moment-là. Oui, là, oui. Et oui. Et vous, vous êtes à nouveau en couple? Non. Oula, non. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, ça. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que mon fils, après, il culpabilisait quand même. Il dit, si j'avais su, j'aurais rien dit, j'aurais pas parlé, tout ça, quoi. Et j'ai dit, mais heureusement que tu as parlé. Il dit, tu te rends compte? J'ai dit, mais il serait allé où? Jusqu'où on t'aurait frappé après? Bah, évidemment, oui, mais c'est les conséquences que ça prenait, c'est le fait que il ne voyait plus sa mère en même temps, c'était douloureux. Il ne voyait plus sa petite sœur. Bon, voilà, c'était tout ça, et c'est normal qu'il ait réagi comme ça. C'est pas tant par rapport à cet homme, je pense que les conséquences que ça entraînait. Bon, mais s'il y avait quelqu'un qui les conséquences elles sont liées au fait que cet homme avait un comportement qui était puni par la loi. On n'a pas le droit de frapper les enfants et de frapper les gens d'ailleurs de façon générale, qu'ils soient enfants ou adultes. Oui, bien sûr. Voilà. Non, et puis c'est pas ça, c'est qu'il n'y avait pas que ça, c'est que c'était des brimades, des vexations, il fallait le oui, traiter. J'ai compris, c'était tout un... Vous voyez, c'est un fou, quoi, ce mec. Voilà, quoi. Bon, donc, écoutez, c'est bien qu'il soit avec moi, vous sauvé aujourd'hui. Mon fils. Ah oui, non, mais moi je suis très content, je l'ai sauvé. Je vais essayer de sauver sa sœur maintenant, mais... Sa sœur, elle n'est pas en danger, là, vous me dites? Non, mais... Pourquoi vous me parlez de ça? Oui. Là, vous savez... il n'y a pas que ça, quoi, et l'hygiène et compagnie, quoi. Donc, moi, je veux qu'elle vienne ici. Vous voulez demander la garde de sa sœur aussi? Oui. D'accord. Oui. Bah, si vous pensez qu'il y a des négligences, vous avez raison. Oui. Et puis, vous pouvez aussi avoir comme argument que c'est important pour l'équilibre aussi des enfants qu'ils soient réunis, parce qu'ils sont très attachés l'un à l'autre. Non, oui, bien sûr. Et puis mon fils, c'est vrai que c'est la preuve vivante, parce que moi, après, tous les voisins, ils me le disent. Ils me disent, oh là, il a bien changé, il a beaucoup changé, et c'est métamorphosé. Tout le monde me le dit, donc c'est vrai que moi, je suis fier. Parce que je me dis au moins que je comprends. sers à quelque chose. Bien sûr, oui. C'est important qu'il se sente protégé, lui. Comment? C'est important qu'il se sente protégé. Oui, voilà, oui, mais de toute façon, j'arrête pas de leur dire. Je leur dis que les parents, ils ont des droits et des devoirs, et que le premier d'entre eux, c'est d'abord de protéger les enfants, et non pas les enfants qui protègent les parents. Oui, ce qu'il a fait pendant un temps, certainement, en ne parlant pas. Il protégeait sa mère. Ce qui est compliqué, la complicité de la mère est un peu problématique, je trouve, pour votre fils. Mais bon, il est suivi en thérapie? Oui. Il voit un pédopsychiatre. Mais ça, je l'ai fait dès que je l'ai recueilli, quoi. Parce qu'autrement, il suivait rien régulièrement. Jamais le docteur parce qu'il avait une petite scoliose. Il a fallu des semelles pour les pieds, vous voyez. Oui, il était très négligé. Oui. Et vous pensez que pour votre fille, c'est pareil, il y a de la négligence? Ouais, il y a de la négligence, surtout pour l'époux. C'est vrai que ça peut faire sourire, mais... l'époux, en même temps, malheureusement, il y en a dans toutes les écoles. Ça fait des années que ça dure. Ouais, mais ça fait des années que ça dure. Attendez. Oui. Il n'y a que quand je l'ai l'été que je la garde pendant un mois, que là, j'ai vraiment le temps de tout enlever. Oui, mais l'été aussi, elle va plus à l'école. Elle est plus au contact d'autres enfants. Mais enfin, oui, c'est vrai que vous avez raison. L'époux, bon, il y a des séries comme ça où malheureusement, voilà, ils sont de retour. On le sait, il y a des affiches partout. Mais en général, en étant vigilant, en faisant des shampoings, ça finit par passer. Pas forcément, ils vont pas sur les. C'est pas une histoire. Il y a des têtes qu'ils affectionnent particulièrement. C'est vrai.
plus que d'autres. Ben oui, ma fille, elle doit avoir une tête à poule. Ben oui, la pauvre, peut-être, oui, voilà. il y a ils aiment il paraît-il, oui. Mais enfin bon, c'est vrai que vous pouvez en parler puis dire que vous aimeriez bien que les deux enfants soient réunis. Vous pouvez toujours essayer compte tenu du fait qu'il y avait ces violences, que la mère n'avait pas réagi, ça peut être vraiment quelque chose en votre faveur. Oui, de toute façon, j'espère qu'à la fin du mois, on passera devant le JAF, quoi. Bon, c'est important en tout cas pour votre fils, surtout à cet âge-là, il a 14 ans aujourd'hui, d'avoir un père comme vous qui est vigilant, qui s'occupe de lui, qui veille sur lui. Voilà, qui rétablit la loi aussi, qu'on ne peut pas comme ça humilier sans être sanctionné, sans être puni. C'est important aussi. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Bon. Merci beaucoup Thierry d'en avoir parlé avec nous. Merci beaucoup à vous. C'est bien pour vous et pour votre fils. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christiane. Christiane, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler de vos enfants, particulièrement d'une de vos filles ? Oui. Oui, c'était pour... J'ai une de mes filles avec laquelle je n'arrive pas à m'entendre, mais on n'arrive pas à trop communiquer. J'ai eu des courriers d'elle où elle me disait que je ne l'avais pas aimée, que j'aimais mieux sa sœur, que voilà, vous savez, des petits problèmes comme ça. Et je me dis, j'ai 3 enfants, je les ai élevés pareil, je les ai aimés pareil, et je ne sais pas comment j'ai fait pour que ça ne soit pas compris. Et c'est vrai que c'est très dur. Alors, d'où ça vient, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'en même temps, dans la famille, nous avons un problème parce que j'ai mon père que j'ai perdu très jeune, il m'a donné une maladie génétique. Je l'ai donnée à mes filles, qui l'ont malheureusement donnée à leurs enfants. Et je ne sais pas si c'est pas de là que ça s'est un peu dégradé. Quand elle a appris que ses enfants étaient porteurs de cette maladie ? J'ai l'impression que ça s'est je sais pas, parce que j'arrive pas vraiment à communiquer avec elle. Pourtant, sa sœur a les mêmes problèmes avec un de ses fils. Mais je comprends pas je sais pas comment faire. Et c'est vrai, je me dis, mince, j'ai 70 ans, j'aimerais bien avoir une bonne entente avec tout le monde, quoi. Je comprends, ouais. Oui, et puis bon, être un peu, en paix, qu'on vous renvoie pas toujours au passé, surtout il y a quelque chose de l'enfance qui n'est pas réglé quand elle dit que vous l'avez moins aimé que sa sœur. Enfin, les enfants peuvent avoir ce sentiment-là parfois où ils sont toujours à se disputer la plus grosse part du gâteau. On a toujours l'impression d'être lésés parce que dans les faits, on n'aime pas ces enfants de la même façon. Voilà. Même si ça veut pas dire qu'il y a un rapport on les aime différemment parce les enfants sont différents, ont des personnalités différentes. Ça veut pas dire qu'on fait de la hiérarchie, qu'on les aime plus ou moins, vous voyez, mais c'est différemment, je pense. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre un jour parce que ça a été à épisode, ça fait... Étant gamine déjà, elle avait des problèmes parce que je me rappelle une fois l'amenant à l'école. À ce moment-là, ma grande était déjà en lycée, donc elle n'était pas à la maison qu'à la fin de la semaine. Et ma plus jeune fille, elle me parlait pas de la semaine, et puis elle avait eu une parole qui avait été un petit peu dure aussi. Un jour, j'y avais dit, mais bon sang, parle-moi. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te parle? J'ai rien à te dire. Donc, gamine, c'était déjà dur, mais j'ai pas compris le truc à ce moment-là. Et puis, peut-être qu'on voit pas les choses arriver, je sais pas. Non, vous avez raison. Et puis, il y a des choses qui peuvent être réactivées à l'âge adulte. Et notamment, peut-être quand vous parlez donc au moment de la découverte de la maladie aussi génétique, est-ce que donc elle a dû consulter des médecins? Disons
disons que moi j'ai été opérée de cette maladie en 75 et puis on a fait tester mes deux filles et mon fils et sur mes deux filles on a trouvé la maladie. Donc après c'est des problèmes parce qu'il faut enlever le gros intestin, il faut des surveillances régulières et voilà, ça continue. Et c'est vrai que à ce moment-là, je pense, parce que moi, quand je leur disais, mais mon Dieu, n'ayez pas d'enfant, c'est vrai que j'avais des paroles un petit peu dures. Oui. Je dis, mais ça vaut pas. Faut dire, on ne sait plus comment réagir quand on sait comment. Ça vous angoissait, oui, parce que c'est lourd quand même. Oui, c'est des maladies très lourdes. Oui, c'est ça. Oui, il y a des conséquences. Si on suit, comme je dis toujours, si on est bien suivi par des bons médecins, il n'y a pas de souci. Mais il y a des grosses opérations, un gros suivi quand même régulièrement. Si on ne veut pas partir de cette maladie. Et jusqu'à ce que je pense qu'elle ait ses enfants et surtout découvrir la maladie, et malheureusement, elle, sur ses deux enfants, il y a la maladie. Donc, les deux sont touchés. Les deux sont touchés. Et donc, alors je sais pas parce que... Et c'est à ce moment-là, vous avez remarqué qu'elle s'est montrée plus virulente vis-à-vis de vous Je sais pas, justement, j'étais en train d'y réfléchir un petit peu. Et là, j'ai pris contact avec vous parce que j'ai parlé avec des amis en faisant des formations pour faire marcher un petit peu la mémoire. Et on est venu à parler de problèmes entre enfants, parents et les problèmes que j'avais avec ma fille, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui remonte à la surface. Et les personnes qui nous faisaient la formation m'ont dit, mon Dieu, mais Christiane, ne restez pas avec ça. Elle me dit, ça vous fait mal. J'ai dit, oui, ça me fait mal. Mais j'ai dit, comment vous voulez faire ? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que, parce que forcément, donc elle a vu des médecins, ils ont vu des médecins à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu entamer, elle, un travail de thérapie sur elle-même ? Il y a plus de 20 ans qu'elle en fait. Ah oui. Il y a plus de 20 ans, elle a tout fait, psychologue, psychanalyste, des traitements aussi. Puis alors de temps en temps, elle est complètement au fond du gouffre. Alors à ce moment-là, elle m'appelle. D'accord. Jusqu'à maintenant, j'y allais pour la remonter. Et puis je me suis dit que maintenant, je n'avais plus envie. Parce que c'est bien beau d'aller chaque fois la remonter. Puis quand elle est bien... ça recommence et il y a un moment où on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, mais je ne sais plus comment agir, voilà. Je pense que mon mari, il comprend pas bien mon comportement. Et voilà. Oui, alors il y a quelque chose d'un peu problématique si ça dure depuis aussi longtemps, cette prise en charge, et qu'elle est toujours, semble-t-il, bloquée à quelque chose qui n'est pas réglé de l'enfance. Ouais. Parce que si vous voulez, évidemment, en thérapie, on travaille sur l'enfance, donc les rivalités fraternelles sont abordées, le sentiment qu'on a pu avoir d'avoir été moins aimé, même si tout ça est subjectif, mais c'est abordé, que c'est moins aimé que les frères et sœurs, ou en tout cas qu'il y en avait un qui était plus préféré par rapport à telle ou telle raison, qu'on se sentait nous moins jolie, moins intelligente, moins ci, moins ça. Enfin bon, on travaille là-dessus, si vous voulez. Donc, mais un bon thérapeute parvient, le travail consiste évidemment à faire émerger ces blessures d'enfance, mais aussi à les apaiser, parce que sinon ça reste à vif. Voilà. Et donc on est avec des adultes qui interrogent, questionnent, toujours revendiquent, toujours comme s'ils restaient des enfants perpétuellement blessés. Alors, parfois c'est difficile de guérir de son enfance, mais et doublement, oui, blessé, parce qu'en plus il y a quelque chose. Et vous-même, en plus, vous dites... c'est compliqué pour vous parce que vous avez d'emblée mis l'accent sur cette maladie que vous avez héritée, dont vous avez hérité de votre père, que vous avez transmise à vos filles. Malheureusement. Oui, on sent le poids de la culpabilité, comme souvent dans ces cas-là. C'est-à-dire, vous vous sentez... Alors c'est bizarre parce que moi je dis toujours, parce qu'après je me suis beaucoup occupée des gens qui avaient ma maladie, je me suis mis à fond dans l'association pour te dire d'aider les gens. Oui. Parce que j'ai une sœur qui a la même maladie que moi, qui elle a pris très mal et
ne supporte pas d'en entendre parler, donc on est, voilà, pas un rapport non plus là aussi. Oui. J'ai perdu ma mère le 10 décembre, donc c'était encore une blessure en plus. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai dit, il faut que je m'en sorte de ça, parce que éventuellement, j'aimerais pouvoir j'aimerais la voir heureuse, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'elle se dévalorise. Je crois que c'est ça aussi qu'il y a eu, c'est qu'elle ne doit pas se voir à sa juste valeur. Parce que plusieurs fois, je l'avais entendu parler de se dire qu'elle n'était pas capable ou des trucs comme ça. Mais quand les gens veulent pas qu'on les aide, on ne sait pas comment faire. Alors en même temps, vous dites que quand il y a des moments où elle est pas bien, c'est vers vous qu'elle se tourne. On voit à quel point elle est en attente. Et d'ailleurs, si à d'autres moments elle vous agresse, c'est aussi parce que c'est toute son ambivalence, mais c'est qu'elle attend beaucoup de vous. Elle est restée encore, il y a quelque chose de très enfant chez elle, qui attend, elle vous met dans une position de toute puissance encore, hein. Vous pouvez lui faire du bien comme du mal. Oui, elle est pas détachée. Je pense quand même, et je comprends que ça soit difficile pour vous, et puis bon, vous-même vous avez perdu votre mère, vous êtes fatiguée. Je ne pensais pas qu'à 70 ans, ça faisait autant mal de perdre sa maman. Ouais. Ah, mais ça, vous savez, on est orphelin, on se sent orphelin à tout âge. Hein. Ouais. Mais je pense quand même que quand elle vous appelle, si vous ne lui répondiez pas ou plus, ça la conforterait dans le sentiment qu'elle a été moins aimée ou mal aimée. Vous voyez, je pense qu'il est important que vous restiez quand même, qu'elle vous sente comme vous l'êtes, bienveillante d'ailleurs, parce que c'est le cas. Je vois que ce que vous avez dit tout à l'heure, on aime ses enfants, chacun, mais pas toujours pareil. Oui, différemment. Ils ont des personnalités différentes. Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu as ton frère et ta sœur, je vous aime tous les trois. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas pareils. Et j'ai dit, chaque fois qu'il y en a un qui faisait des bêtises quand il était petit, je vous grondais à chaque fois que chacun faisait une bêtise, point final. Mais je dis, j'en ai pas aimé un plus que l'autre. Mais vous savez, c'est ça, à un moment vous vous épuisez à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faudrait qu'elle arrive aidée par son thérapeute. C'est là, ça pose la question parfois de qu'est-ce qui se passe en thérapie. J'ai reçu des lettres où elle me dit... Alors c'est vrai qu'un jour on m'avait dit que les écrits restent, et c'est ce que je crois que ce qui m'a fait le plus mal. De recevoir la lettre où elle me disait que je ne l'aimais pas, que je ne l'avais jamais aimé, mais c'est violent, quoi. Oui, mais ça correspondait à ce qu'elle avait besoin de dire à ce moment-là. Et bon. Alors je sais plus comment. Mais en même temps, vous voyez bien que quand elle va pas bien, elle se tourne vers vous et qu'elle attend encore beaucoup de vous. Je pense, si vous voulez, quand j'avais reçu Nicole Prieur pour parler de la famille et de son livre qui s'appelle Petit règlement de compte en famille, elle parlait de ces rapports de transmission comme ça de parents à enfants, et elle disait qu'on voit toujours, on comptabilise toujours ce qui nous a manqué et beaucoup plus rarement tout ce qui nous a été transmis, tout ce dont on est porteur. Et voyez, même certes, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Ce qu'on transmet dans nos gènes, c'est à votre insu, ça. Hein, si vous en seriez bien passé et vous auriez aimé pouvoir éviter de le transmettre à vos enfants. Vous n'y pouvez pas grand-chose, donc ça sert à rien de vous culpabiliser comme vous le faites là-dessus. Mais vous avez transmis aussi des tas d'autres choses. Et certainement, malgré vos avertissements, dire c'est lourd, cette maladie et autres, ça n'a pas empêché vos filles de faire des enfants. Donc c'est que d'une certaine façon, vous pourriez lui dire, d'une certaine façon, vous leur avez transmis avec votre mari la force, le désir, le dire que c'est quand même formidable aussi d'avoir des enfants, de créer une famille, de se projeter dans l'avenir, de les aimer, même si tous les parents on est tous imparfaits, c'est comme ça, mais que vous leur avez quand même transmis aussi, qu'elles réfléchissent aussi et que vous réfléchissiez à ce que vous leur avez transmis et pas seulement, voyez, cette maladie, ça peut pas se résumer à ça. Ah non, mais ce que je pense aussi, c'est que, comme vous dites, elle voit pas, je pense, le reste, parce que tout ce qu'elle fait, par exemple, pour ses deux enfants, elle m'explique qu'elle fait ça parce que ça lui a manqué.
Voilà, elle est toujours en Oui, recherche. elle est quelque chose dans la réparation. Mais moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est le fait qu'elle soit en thérapie depuis 20 ans et qu'elle ait toujours ses blessures d'enfance autant à vivre. Ça pose la question de, à un moment, qu'est-ce qui est mis au jour, qui est réactivé, qui a besoin d'être travaillé, mais pour être apaisé, parce que sinon, ça reste à vif. Ouais. Peut-être que vous pourriez, Maryse Vaillant avait écrit un très beau livre avec Sophie Carquin qui s'appelle Pardonner à ses enfants, de la déception à l'apaisement. C'est peut-être que vous pourriez trouver des choses. Elle avait d'ailleurs écrit Pardonner à ses parents, mais chez Albin Michel, elle a écrit Pardonner à ses enfants, Maryse Vaillant. Maryse Vaillant, je le marque. Et Sophie Carquin. Pardonner à ses enfants, de la déception à l'apaisement, chez Albin Michel. Je pense que ça pourrait vous aider un peu. Mais je pense par rapport à votre fille, même si c'est un peu lourd, je pense que quand elle vous appelle, soyez là, mettez en avant, restez proche comme vous l'êtes, parce que je pense que ça peut... Et rappelez-lui, dans les moments où elle, sans être dans le reproche, mais dans les moments où elle peut devenir plus agressive, dire j'ai toujours été là et je t'ai aimé, peut-être pas comme tu aurais aimé, et dire bon, qu'est-ce qui t'a manqué? Après tout, peut-être à un moment dire dis-moi, qu'est-ce qui t'a manqué? Ce qui veut dire qu'on peut être capable et à même d'entendre les reproches, ce qui est pas si simple, parce qu'on a plutôt tendance à se défendre, et donc à se révolter. Donc à un moment, peut-être permettre à l'enfant, même adulte, de dire bon, dis-moi, qu'est-ce que... Parce que je t'ai aimé, mais visiblement pas de la façon dont tu aurais souhaité, dont tu aurais eu besoin d'être aimé. Dis-moi ce qui t'a manqué. Vous laissez ouvert. C'est-à-dire qu'elle se sente entendue. Plutôt que finalement d'être dans un dialogue de sourds où l'une énumère ses manques et où l'autre se défend en disant mais non, je t'aimais comme... Vous voyez, et du coup, on s'écoute pas et ça tourne en rond, puis c'est toujours la même litanie. Oui. Peut-être. Oui, c'est vrai. Et puis dans le livre, je pense, de Maryse Vaillant et Sophie Carquin, vous trouverez aussi des sources d'apaisement, je l'espère. D'accord. Bon courage, Christiane. Merci beaucoup et merci de votre émission. Je vous en prie. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Europe 1. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline et merci de me prendre au téléphone. Mais je vous en prie. Comme beaucoup de personnes vous le disent, moi je le redis aussi, vous êtes exceptionnelle et c'est un bonheur de vous entendre tous les soirs. Merci d'être à l'écoute. Bon, moi je vous appelle pour ma fille. J'ai une seule fille, elle a 22 ans. Je l'ai eue assez tard par rapport à des problèmes de santé et autres. Et elle est très très agressive. Elle s'énerve très vite, elle est violente, elle est très dure. Et ce qui provoque cette attitude, c'est elle ne supporte pas certains bruits. Par exemple, si je déglutis ou j'avale un peu de liquide, je suis obligée de faire très 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 attention à ma salive pour qu'elle n'entende rien du tout, sinon elle s'énerve. Ah oui. Et alors elle est comme ça avec moi et avec son copain. Donc ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que bon, moi ça sera ma fille toute ma vie, donc je l'épaule, mais là, ça fait 5 mois qu'elle a un nouveau copain, quelqu'un qui est vraiment exceptionnel, très bien, qui sait la comprendre, mais maintenant il en a assez, il peut plus la supporter, donc il va partir parce que c'est devenu trop lourd, la vie est abusable. Parce qu'elle ne supporte pas comme ça des habitudes qu'il a, enfin des choses comme ça, qu'on a tous, ou des tics verbaux, comportementaux, des petites choses, enfin avaler votre salive, voilà, vous avalez votre salive, bon, il y a c'est une agressivité, quelque chose de très, qui s'exprime là, elle le fait également avec lui.
Elle le fait avec lui et alors moi au préalable avant par exemple quand ça l'énervait puisque ça l'énerve vraiment, elle dit que ça lui déclenche quelque chose au niveau de la tête et qu'elle supporte pas, ça lui fait c'est vraiment ça déclenche des colères par exemple, et ben elle refaisait le même bruit, il fallait que je voie qu'elle ait fait le même bruit pour qu'elle l'accepte. Par exemple plus petite quand on était dans la salle d'attente chez le médecin, bien sûr si quelqu'un toussait ou se raclait la gorge, ben elle refaisait pareil, donc moi je m'excusais auprès des gens, je disais oui, ma fille aussi elle a mal à la gorge ou voilà donc mais maintenant ça. Elle le faisait enfant ça. Oui, elle le faisait et ce qui est surprenant c'est que ça évolue. Alors avant c'était effectivement quand quelqu'un toussait ou si on se grattait un tout petit peu les cheveux, mais ça évolue. Alors maintenant c'est par exemple si elle parle, on est à table, il faut les deux proches, c'est-à-dire ou son copain ou moi, on ne peut absolument pas boire en même temps parce que ça va la déranger, parce que quand elle a parlé, ça l'a déconcentrée. D'ailleurs, quand elle parle, on doit toujours attendre qu'elle ait terminé. Donc c'est un monologue, on ne peut jamais intervenir dans la conversation parce que si elle est en train de parler et qu'on veut rajouter quelque chose, elle s'énerve parce que voilà, elle n'a pas pu aller au bout. Donc voilà, elle a beaucoup d'agressivité, de colère. Donc oui, moi, elle a une colère immense en elle. Oui, pour elle semble à bout comme ça. En rien l'irrite finalement. Elle est extrêmement irritable. Ça prend de l'ampleur, mais à tel point que bon voilà, moi j'en pleure, son copain aussi, et c'est je veux dire ça. Oui, elle vous pousse à bout, de toute façon. Et ça va être des problèmes pour toute sa vie. Donc son ami, il lui a dit, écoute, tu nous rends la vie impossible à ta maman, à moi et à toi. Oui, à ceux qu'elle aime en tout cas, enfin, de ceux dont elle est proche, dont elle peut, même si elle vous pousse à bout, mais c'est ceux dont elle est très proche, c'est vous, c'est son petit ami. Bon. Et alors, du coup, il lui a, quand les gens sont moins proches, on dirait que ça la dérange moins, elle n'entend pas ces bruits. Oui. Et moi, je voulais savoir donc où m'adresser. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est essayer de trouver un moyen pour la filmer ou l'enregistrer parce qu'elle dit que non, c'est pas vrai, que c'est nous, elle n'accepte pas, ou quand on lui explique pendant des heures où d'autres personnes sont témoins de certaines choses, elle n'a pas le déclic de dire oui, il faut que je fasse quelque chose. La prochaine fois, je vais essayer de me contrôler ou de dire excusez-moi, voilà. Elle ne s'excuse pas. Mais elle s'en souvient bien quand même de ce qu'elle fait. Bien sûr, mais elle dit c'est comme ça. D'ailleurs, son amie lui a dit écoute, si ça continue, moi je vais partir. Et ta maman, elle pourra pas rester avec toi. Et elle lui a répondu c'est pas grave, tu seras le troisième, c'est pas le premier. Oui, voilà. Mais la filmer, c'est un peu agressif, non? Parce que vous voulez la filmer pour le montrer à qui? Elle-même. Non, elle-même, elle serait d'accord. Parce qu'elle ne reconnaît pas. Elle dit non. Oui, non, mais vous allez rentrer dans un drôle de jeu, je trouve. Mais comment faire alors pour essayer de... C'est pas, de toute façon, c'est pas, il s'agit pas, elle le sait ce qu'elle fait. Mais non, elle dit que c'est alors parce que par hasard, ses amis ou moi, on était tous signes Gémeaux et elle dit vous êtes comme ça, c'est les Gémeaux, vous êtes les plus proches, donc parce que vous êtes les plus proches, c'est normal. Oui, mais enfin là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'après, elle essaye de rationaliser avec de l'astrologie, mais bon. Ça sert à rien de la mettre devant le fait accompli en disant tu vois tu fais bien ça. Bon, pour qu'elle vous dise oui effectivement je fais ça et une fois vous pensez provoquer un déclic. J'aimerais qu'elle... Elle a des amis parce qu'elle a des petits amis déjà donc c'est une bonne chose, mais est-ce qu'elle a des amis? Comment elle se comporte avec ses amis? Des amis, elle garde très peu d'amitié. Elle a des amis, mais elle les voit pas trop. Elle entretient pas beaucoup d'amitié dans la mesure où tout tourne autour d'elle, dans son intérêt, dans son monde à elle. Elle est dans son monde à elle. Non, mais le problème, c'est de dire à un moment, il y a quelque chose qui, c'est la présence. Il y a quelque chose au niveau de la présence physique qu'elle supporte pas, de ce qui relève aussi de l'intime finalement. Et ça vous rend la vie impossible. Ça nous rend la vie impossible. Et ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste, une présence physique, parce que tout ce qui est oral, verbal, ou quand on a sa proximité, elle est vraiment dans un comportement très violent, agressif. Par contre, en texto, en message, en SMS, elle est adorable, elle est gentille, elle est pleine d'attention, voilà. Oui, donc, mais c'est à distance. Oui. C'est quelque chose dans
dans tous ces bruits qui sont, qu'on ne contrôle pas, le fait d'avaler sa salive, boire un verre d'eau, c'est comme des gargouillis de ventre quand on a faim. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qui semble la déranger, l'agresser, faire intrusion. Vous parlez de ces bruits de gorge. Il y a quelque chose de ça autour du corps qui lui est insupportable. Tout à fait. Et autre chose, il faut que tout soit rangé. Par exemple, si elle rentre... Bon, moi, je lui ai pris un petit studio parce que la vie avec moi n'était pas possible. Donc, je suis contente. Je l'aime beaucoup. Je fais tout pour elle, trop d'ailleurs. Mais je suis contente quand elle n'est pas avec moi parce que, j'ai la paix, je suis tranquille. Il faut vraiment que tout soit rangé. Ah oui. D'ailleurs, quand si elle arrive dans son studio avec son copain... il arrive, elle ne va pas lui dire bonjour en premier parce qu'il faut d'abord ranger le lit, le drap. L'autre jour, il a fait le lit, et elle s'est énervée parce qu'il n'était pas fait tout à fait pareil. Elle a tout jeté par terre, la couette et tout, et elle a tout recommencé. Voilà. Elle faisait ça déjà petite ? Elle avait certains comportements comme ça, oui, c'est crayon, mais c'était pas vraiment. Donc, je l'avais fait suivre pour des tocs. À un moment donné, elle avait pris un traitement que je ne vais pas nommer puisqu'on ne le nomme pas. Non. Et après, quand on a déménagé d'une ville à une autre ville, je me suis dit peut-être que dans un autre contexte, ça ira mieux. Donc, on a arrêté tout traitement. Depuis petite, elle a vu beaucoup de médecins. Même maintenant, elle ne veut plus en voir parce qu'elle dit les psys. Moi, depuis petite, je connais ça. Donc, ils ne m'aident pas. C'est toi qui vois que c'est toi qui veux m'emmener, mais moi, tout va bien. Et donc, elle ne prend pas de médicaments ni rien du tout. Moi, je voulais essayer de lui donner un petit peu de magnésium parce que je me dis peut-être le magnésium... Voilà, même ça elle le prend pas. Non, mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est qu'elle est dans un déni de ses problèmes. Oui. Donc, je comprends que vous vouliez la filmer, mais dans les faits, je pense qu'elle verra que ce qu'elle a envie de voir ou de ne pas voir, justement. Elle trouvera autre chose. Elle va vous remettre ça, elle va retourner... elle va renverser le problème et vous allez vous enferrer, vous allez devenir le procureur, quoi, par rapport à elle. C'est-à-dire qu'elle... Bon, non, mais elle a quelque chose visible. C'est quelque chose qui la dépasse, qui la met dans une profonde colère. Mais je pense parce que derrière il y a une très grande angoisse. Elle a besoin de. Donc plutôt que ça, il faudrait peut-être parler, dire il y a quelque chose qui t'angoisse, qui t'insécurise, dont il faudrait pouvoir parler. Pour que tu aies besoin que tout soit en ordre comme ça, c'est que il y a besoin, il y a des choses à l'intérieur, c'est chaotique. Cet intérieur d'ailleurs qui lui fait si peur quand il se manifeste, la gorge qu'on racle, la salive qu'on avale, enfin tout ce qui est comme ça, il faut que ça reste très polissé, que rien ne transparaisse. D'ailleurs, elle se maquille beaucoup parce qu'elle se masque derrière un maquillage un peu trop... Enfin, elle est jolie. Elle a tendance à rougir ou quoi ? Non. Pas vraiment. Il faudrait vraiment qu'elle consulte quand même. Parce que... Oui, mais quand elle consulte, elle dit moi j'ai rien à dire. Voilà. Mais oui, mais parce que je pense qu'elle est un peu en panne de mots et qu'elle veut pas, elle est dans un déni de ses difficultés. Mais bon, parlez-lui de son angoisse plutôt. Tu sembles très angoissée. Et dire, en tout cas, dites-lui que vous pouvez pas rester comme ça dans quelque chose où vous vous sentez perpétuellement remise en question pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est son angoisse à elle dont il faut qu'elle puisse parler. Mais c'est pas en la filmant que ça peut s'arranger. Mais il faudrait vraiment qu'elle se fasse aider. Bon courage, Anne-Marie. Bon courage. Au revoir. Merci, Caroline. Merci. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.